Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va profiter de la sortie la semaine dernière chez Panini au Marvel Must Have de Black Widow Marvel Knights pour parler des premières apparitions de Yelena Belova, autrement dit la nouvelle Black Widow. Alors non, j'ai pas acheté cet album, je me suis contenté pour l'occasion de ressortir mes vieilles éditions en magazine pour les deux premières mini et la VO pour la troisième. Je sais pas si Panini a révisé les traductions pour les rééditions en librairie de ces mini. Les connaissant un peu, ça m'étonnerait, mais si vous avez cette édition ou la précédente en Best of Marvel, ça m'intéresserait de savoir, d'autant que la traduction des deux premières mini était signée Nicole Duclos. Ouais. Un truc au moins, j'espère, et j'imagine qu'ils ont changé le nom de l'héroïne, enfin, des héroïnes, parce que dans ces traductions, on l'appelait encore la Veuve Noire. Et comme depuis, on l'appelle plus que Black Widow en VF, j'espère au moins que Panini a corrigé ça. C'est con, j'ai pas pensé à vérifier en librairie, si vous savez, disez-moi. Mais venons-en au cœur de notre sujet du jour, et commençons par la première des trois mini-séries, parues aux États-Unis en 1999, et dont la première parution française s'est faite dans les pages de la revue Marvel Knights, les numéros 5 à 7, de janvier à mars 2000. Et sur celle-ci, on a même droit à un joli bandeau qui vous souhaite la bienvenue en l'an 2000. Alors, faut peut-être commencer par rappeler rapidement ce qu'était Marvel Knights. Alors, pas la revue, mais le label. Tout ça remonte en fait à 1998, une période où ça va pas franchement fort pour Marvel, qui a été déclarée en faillite fin 1996 et qui depuis était aux prises dans une espèce de tourmente financière. Et c'est en 1998 que Marvel fait appel à Joe Quesada et à Jimmy Palmiotti, qui à l'époque avaient leur propre maison d'édition, Even Comics, et ils vont leur confier certaines de leurs franchises. En gros, celles qu'ils vendent le plus mal. Et fin 1998 vont donc paraître les premiers titres sous le label Marvel Knights, qu'on va retrouver dans le premier numéro de cette version française. On avait donc une première série régulière, c'était le Daredevil de Kevin Smith et Joe Quesada. On avait la mini-série Punisher par Christopher Golden, Tom Snigurski et Bernie Wrightson. On avait une autre série régulière, c'était Black Panther par Christopher Priest et Mark Texeira sur les premiers numéros. Et puis une maxi-série, Inhumans, par Paul Jenkins et Jay Lee. Inhumans qui au passage ressort le mois prochain en Marvel Must Have, et ça m'étonnerait pas trop qu'on en reparle à cette occasion. Et ces quatre premiers titres, enfin 3 de ces 4 premiers titres plutôt, vont faire l'effet d'une petite bombe auprès du lectorat, à l'exception du Punisher qui a un gros ratage et qui sera repris et relancé quelques mois plus tard par Garth Ennis et Steve Dillon avec beaucoup plus de succès. Et c'est donc dans ce contexte que paraît aux États-Unis en juin 1999 le premier numéro de Black Widow qui en France va remplacer le Punisher au sein de la revue Marvel Knights. Un truc intéressant à noter, c'est la toute première fois que le personnage de Black Widow a eu droit à son propre titre portant son nom. Le personnage avait été créé en 1964 dans les pages de Tales of Suspense. Elle avait plus tard eu droit à ses propres aventures dans Amazing Adventures entre 1970 et 1971. Et puis, elle avait partagé un temps la vedette avec Daredevil, y compris en couverture. Et plus récemment, elle avait été mise à l'honneur dans quelques graphic novels, notamment en 1990 dans Black Widow The Coldest War de Jerry Conway et George Freeman, qu'on retrouve d'ailleurs en France dans l'intégrale que Panini vient tout juste de publier. Mais par contre, une série à son nom, elle n'y avait jamais eu droit jusque-là. Et c'est un poil ironique quand même que quand elle a enfin droit à sa propre mini-série, c'est pour introduire un nouveau personnage qui porte le même nom qu'elle, et qui compte bien s'approprier son titre.
avant de parler du récit proprement dit, on va se pencher 2 minutes sur ses auteurs, Devin Grayson et J.G. Jones. Grayson, c'est une scénariste qui a beaucoup plus bossé pour DC Comics que pour Marvel, surtout à cette époque. Elle a notamment écrit la série Catwoman pendant quelques mois, et c'est elle aussi qui a lancé la série The Titans, début 99, avec Mark Buckingham au dessin. Black Widow, c'est son premier boulot chez Marvel. Par la suite, en 2001, mais toujours en Marvel Knights, elle va également écrire une mini-série Ghost Rider, dessinée par Trent Kaniuga. Et puis, elle va faire quelques autres petites choses, notamment la série X-Men Evolution, qui était adaptée du dessin animé de l'époque. Et puis, J.G. Jones, lui aussi, c'est la première série qu'il dessine pour Marvel. Avant ça, il avait bossé chez des éditeurs indés, surtout chez Defiant, puis chez Broadway, les boîtes créées par Jim Shooter après son éviction de chez Valiant. Il va aussi dessiner quelques épisodes de She chez Crusade Comics, et puis Quesada et Palmiotti l'avaient déjà repéré, puisqu'il lui avait confié le dessin du crossover Painkiller Jane Dark Child en 1998. Mais c'est vraiment cette mini-série Black Widow qui va le révéler auprès de la majorité du lectorat. Et par la suite, on va le retrouver toujours en Marvel Knights sur la mini Marvel Boy écrite par Grant Morrison. Chez DC sur le graphic novel Wonder Woman v. Iketeya, écrit par Greg Oka en 2002. Pardon. Et puis ensuite, c'est lui qui va dessiner la mini-série Wanted de Mark Millar, qui sera adaptée au cinéma en 2008. Et c'est vrai que, en ce qui me concerne, J.G. Jones sur cette mini-série, ça a été une révélation. Parce que c'est un des rares artistes qui réussit à concilier deux qualités qui souvent s'opposent, à savoir un dessin très réaliste et en même temps un storytelling extrêmement dynamique. Il y a une séquence que je trouve, à mon avis, résume parfaitement bien tout le talent de J.G. Jones et qui se trouve au début du 2e épisode. Voilà, c'est quand les deux Black Widows se battent à bord d'un camion militaire et le camion fait une chute dans un ravin. Et on assiste à cette chute au ralenti. Alors, déjà, ça donne quand même une succession de caisses qui sont vraiment, vraiment très chouettes, très réalistes dans les mouvements des corps. Et puis, côté storytelling, il y a plusieurs éléments distincts qui se détachent et qu'on va suivre dans leur chute. Il y a évidemment les deux Black Widows, il y a le camion aussi, il y a la mallette qu'on voit par exemple ici, qui est au cœur de cette histoire et sur laquelle je vais revenir dans 2 minutes. Et puis, il y a aussi une lettre qu'on voit à partir de là, une lettre que Natasha a avec elle depuis le début du récit, et qu'on va suivre elle aussi tout au long de la chute. On la voit sur chaque case. Ici, on voit même qu'il s'agit bien d'un courrier, et on va jamais la perdre de vue, même si c'est un peu petit à l'écran. Elle est présente à chaque case. Et à la fin de cette séquence, Natasha s'enfuit avec la mallette, et Yelena, elle récupère la lettre. Tout ça sans aucun dialogue. C'est 3 pages que je trouve juste absolument parfaites. Pour revenir en arrière, au tout début de la mini, l'une des qualités dont fait preuve Devin Grayson, à mon avis, c'est qu'elle fait une totale confiance à son dessinateur et à son storytelling pour raconter l'histoire. Les dialogues sont réduits au strict nécessaire et on a régulièrement des séquences sans aucun dialogue, ou presque. Comme par exemple la scène d'ouverture, 2 pages où on voit un type qui se bat seul contre une dizaine d'adversaires, qui va défoncer, et au final, il va être comme dévoré de l'intérieur. Arrive seulement, ensuite, le premier dialogue, qui nous explique que ce qu'on vient de voir, c'est le résultat d'un sérum expérimental qui booste la force de ses utilisateurs, mais qui, dans le même temps, les tue. C'est tout. Et
même moi, là, j'ai fait plus long que ce qui est dit sur la planche. Bref, la scénariste et le dessinateur sont sur la même longueur d'onde, ils fonctionnent parfaitement bien en tandem, et ça va être comme ça pendant les 3 épisodes. L'histoire proprement dite, elle est somme toute assez basique. Black Widow, alias Natasha Romanoff, est informée de l'existence du sérum dont on vient de voir les effets, et elle va se rendre au Rapastan, où va se dérouler l'essentiel de l'action. Et on va découvrir très vite aussi qu'elle est prise en filature par une jeune femme blonde, qui va s'avérer être Yelena Belova, alias Black Widow elle aussi, la nouvelle Black Widow. Là encore, on a une séquence quasiment sans dialogue qui, à nouveau, fonctionne à la perfection. Un petit aparté concernant Yelena Belova, ce qu'on voit ici, c'est pas tout à fait sa première apparition. En fait, sa toute première apparition, elle l'a fait dans les pages d'Inhumans numéro 5 de Paul Jenkins et Jaeli. Alors, pas besoin d'aller très loin pour retrouver cette apparition. Elle est dans le numéro de ce magazine. Et on a une séquence de 3 pages, au terme de laquelle, en fait, elle va se présenter comme étant la veuve noire, Black Widow. Alors, concrètement, cette séquence apporte rien à la lecture de la mini-série, mais comme méthode pour teaser les lecteurs de l'époque et introduire une nouvelle Black Widow, ça fonctionne plutôt bien. Au terme du premier épisode, on va avoir droit au premier face-à-face entre Black Widow et Black Widow, entre Natasha Romanoff et Yelena Belova. Belova, elle se présente en fait comme une élève de la Chambre Rouge, l'école qui a formé Natasha aux techniques de l'espionnage des années plus tôt, et Yelena en fait est la première élève à avoir obtenu de meilleurs résultats que Natasha. D'où le côté très arrogant du personnage, et tout le discours qui va avec, du style « t'as fait ton temps, t'es vieille, place à la nouvelle génération dont je suis la meilleure représentante, même si j'ai pas ton expérience, je te surpasse à tout point de vue, etc. etc. » Bon, concrètement, la gamine, elle va quand même assez vite déchanter. Ça donne une relation entre les deux femmes qui est finalement assez convenue, et puis ça dresse de Yelena un portrait assez peu sympathique, genre grande gueule, mais qui, au bout du compte, va finir sur le cul. Parce que sans spoiler grand chose, c'est quand même Natasha qui va garder la main et qui va résoudre le problème qui se pose, et qui va empêcher le militaire dingo qu'on a vu au début du récit de créer une armée de surhommes. Yelena, elle va davantage compliquer la situation que aider à la résoudre. Donc, au terme de cette première mini-série, Yelena Belova, elle arrive franchement pas à s'imposer comme la nouvelle Black Widow. C'est même carrément tout le contraire. Natasha Romanoff, malgré son âge, reste la titulaire du titre, et même plus que jamais. Mais on est quand même loin d'en avoir fini avec Yelena Belova. Pour conclure sur cette première mini-série, ça constitue à mon avis une excellente lecture, très axée sur l'action, ça pète, ça canarde dans tous les sens, mais ça fonctionne d'autant mieux que J.J. Jones réalise une prestation assez extraordinaire, et à mon avis, il est absolument parfait dans ce registre. On passe à la deuxième mini-série, parue aux États-Unis 1 an et demi plus tard, entre janvier et mars 2001, et en France, dans cette revue one-shot, intitulée Veuve Noire, en juillet 2001. À l'époque, la revue Marvel Knights a cessé de paraître au numéro 15 en décembre 2000. Elle reprendra en octobre 2001, mais elle proposera plus à son sommaire que la série Marvel Knights, écrite par Chuck Dixon et dessinée par Eduardo Barreto. Sur cette nouvelle mini, Devin Grayson est toujours au scénario, mais elle est plus seule, elle est accompagnée de Greg Rucka. À l'époque, Rucka, c'est encore un relatif nouvel arrivant dans le monde des comics. Il s'est fait connaître en 1998 avec sa très chouette mini-série Whiteout, parue chez Omnipress et dessinée par Steve Leiber. En France, ça a été publié chez Achilleos.
Et puis, depuis 99, il bosse sur Batman chez DC Comics. Et là, c'est le premier titre qu'il écrit, qu'il coécrit pour Marvel. Et au dessin, ou aux peintures plutôt, on a Scott Hampton. Lui, en revanche, il a déjà 20 ans de carrière derrière lui, généralement très éloigné de l'univers des super-héros. Il a beaucoup bossé pour des éditeurs indés, chez Pacific Comics, chez Eclipse. Chez Marvel, il a signé plusieurs récits dans Clive Barker's Hellraiser au début des années 90. Et puis, en 1992, il réalise avec Archie Goodwin le graphic novel Batman Night Cries chez DC. Un récit qui était assez marquant à l'époque et qui traitait de la maltraitance des enfants. En France, je crois que c'est toujours disponible chez Urban Comics sous le titre Des cris dans la nuit. Et cette nouvelle équipe va signer un récit très différent du précédent, beaucoup plus tourné vers le pur espionnage que vers l'action. En gros, si la première mini-série c'était du James Bond, celle-ci c'est plutôt du John le Carré. En mode super-héroïque, faut pas exagérer non plus, mais quand même. Natasha Romanoff est donc toujours là, Yelena Belova aussi, et elles vont échanger leur corps. Ou plutôt, elles vont échanger leur visage. On le découvre dès les premières pages, Yelena est kidnappée par le Shield, et on va lui greffer le visage de Natasha, et inversement. Alors, là-dessus, les scénaristes sont quand même pas allés chercher l'inspiration très loin. En fait, ils ont directement piqué le procédé dans Volte-Face, le film de John Woo, avec John Travolta et Nicolas Cage, qui était sorti en salle 4 ans plus tôt. À partir de là, on va suivre Yelena Belova, qui se réveille donc avec le visage de Natasha Romanoff, sans savoir ni comment ni pourquoi, et surtout que autour d'elle, tout le monde se comporte comme si elle était Natasha, y compris Daredevil, et ça va aller jusqu'à la faire douter de sa propre identité. Le pourquoi, on va le comprendre assez vite. Yelena, en fait, est un pion du Shield qui la manipule pour des raisons qui seront assez rapidement clarifiées au cours du récit. Du coup, tout ça est finalement assez classique, mais encore une fois, cette mini se démarque très nettement de la précédente. Fini les grosses séquences d'explosion, l'action se déroule ici dans un cadre beaucoup plus ordinaire, dans l'ombre, sans que la plupart des gens que les protagonistes croisent aient conscience de ce qui se passe et des enjeux qui se jouent. Un pur récit d'espionnage, donc, qui, en fait, annonce certaines des créations ultérieures de Greg Rucka. Je pense en particulier à sa série Queen and Country, qui débute en fait quasiment en même temps que cette mini, chez Oni Press. Et puis, la présence de Scott Hampton au dessin accroît cette impression, à mon avis. Il pose une ambiance qui est en parfaite adéquation avec le scénario, et qui est aussi au plus près des émotions de ces personnages. On sent par exemple parfaitement bien la panique qui s'empare de Yelena quand elle découvre son nouveau visage. Une nouvelle fois, Yelena, elle hérite pas vraiment du beau rôle ici. Elle est manipulée de bout en bout par le Shield et par Natasha Romanoff. Et ce qui ressort avant toute cette histoire, c'est sa jeunesse et son immaturité. Elle est clairement pas encore prête à se confronter au monde des espions dans lequel elle est appelée à évoluer. Et encore une fois, face à Natasha, clairement, elle fait pas le poids. Quoi qu'il en soit, tout ça nous donne un très bon récit, qui vaut mieux pas comparer au précédent parce que tellement ils sont différents, mais qui fonctionne parfaitement bien. Et on arrive à la troisième et dernière mini-série, sous-titrée Pale Little Spider, parue en juin 2002, non pas sous le label Marvel Knight, mais sous le label Max. Marvel Max, à l'époque, c'est la ligne adulte de Marvel, où on a le droit de dire fuck et de montrer des boobs. C'est une ligne qui a été lancée en 2001,
Et c'est là, par exemple, qu'a été créée la série Alias par Brian Michael Bendis et Michael Gaydos, avec le personnage de Jessica Jones. On retrouve au scénario Greg Rucka, accompagné cette fois au dessin par Igor Corday. Corday, c'est un dessinateur croate qui, à l'époque, bosse beaucoup pour Marvel. C'est lui qui a repris le dessin de Cable autour du numéro 100. Il va faire des remplacements en urgence sur les X-Men de Grant Morrison, qui sont à l'époque régulièrement en retard. Corday, c'est un artiste qui est capable de rendre des planches très vite, mais forcément, ça se fait au détriment de la qualité. Et Marvel va carrément le rincer avant de cesser de faire appel à lui. Ici, sur Black Widow, je trouve qu'il réalise une bonne prestation, pour laquelle en plus il s'ancre lui-même, et une prestation qui convient parfaitement bien à l'ambiance de ce récit. Il dessine souvent des corps un peu déformés, des visages grimaçants, et ça va accentuer les émotions souvent extrêmes ressenties par les personnages dans cette histoire. Cette fois, Yelena Belova est seule à l'affiche. L'action se déroule à Moscou, dans les coins les plus louches de la capitale, et en fait, une bonne partie du récit se passe dans un club BDSM. On comprend tout de suite du coup le choix de publier cette mini en Marvel Max. Et c'est donc dans ce club qu'on va retrouver un cadavre attaché à une croix de Saint-André. Mort, assassiné. Et c'est pas n'importe quel cadavre, puisqu'il s'agit d'un officier du GRU, le service de renseignement de l'armée russe. Et là encore, pas n'importe quel officier, il s'agit en fait d'un des instructeurs de Yelena Belova, qui, du coup, va très vite prendre l'enquête à son compte pour retrouver le meurtrier de son professeur. Voilà pour l'intrigue. Et du coup, tout le récit va baigner dans une ambiance assez poisseuse, où il est beaucoup question de sexe, mais tendance BDSM. Et dans cet univers, Yelena Belova, elle va à nouveau se retrouver à jouer le rôle de l'ingénue. C'était le cas dans les deux premières mini, mais à l'époque, dans le cas de l'espionnage, où elle découvrait assez vite qu'elle avait aucune expérience de cet univers, de ses pratiques et de ses coups tordus. Et finalement, elle se trouve dans une situation similaire ici. Parce que Greg Rucka la présente quasiment comme un personnage asexué, qui éprouve aucun désir, aucune pulsion. Elle est obsédée par une seule chose, c'est faire mieux que Natasha Romanoff dans le rôle de Black Widow. C'est tout ce qui la définit. Et du coup, quand elle se retrouve plongée dans un univers où le sexe est omniprésent, on dirait une poule qui a trouvé un couteau. Et c'est d'autant plus intéressant et bien vu que si elle éprouve aucune pulsion sexuelle, à l'inverse, elle est perçue par d'autres comme un pur fantasme sexuel. Et à commencer par son instructeur, qui est mort en se faisant dominer par une femme qui portait l'uniforme de Black Widow. Et le fait est que Black Widow a toujours été illustrée comme une femme sexy. C'était déjà le cas de Natasha Romanoff, avec cette tenue en cuir. C'est également le cas pour Yelena Belova, qui porte une tenue similaire, quoique même carrément plus sexy dans sa version, une espèce de version crop top. La seule personne finalement à pas percevoir la sexualisation du personnage, c'est elle-même, c'est Yelena. À la fin de la mini, je vais rien spoiler, mais il y a une scène dans laquelle Yelena se présente devant son officier supérieur en tenue de Black Widow, et son supérieur lui demande pourquoi elle porte pas son uniforme, comme c'était le cas en fait dans une séquence précédente. Et Yelena lui répond « c'est mon uniforme ». Et c'est bien comme ça qu'elle le voit. Pour elle, c'est pas du tout une tenue un tant soit peu sexy, c'est son uniforme. Donc voilà, Yelena joue vraiment dans ce récit le rôle de l'ingénue qui découvre un univers qu'elle soupçonnait pas, qu'elle imaginait même pas, et le lecteur va la suivre dans sa découverte. Ça donne à nouveau un récit atypique,
une fois de plus, très différent des deux précédents, mais aussi très différent des récits super-héroïques classiques, mais ça en fait une lecture vraiment intéressante. Au bout de ces 3 mini-séries, le personnage de Yelena Belova, il apparaît comme un personnage qui a revêtu un costume trop grand pour elle, qui se rêve comme la nouvelle Black Widow, qui est même obsédée par cette idée, mais qui n'a pas encore les épaules assez larges, et qui va sans cesse en fait se prendre le monde réel en pleine tronche. C'est une gamine. C'est une gamine qui se croit prête à jouer dans la cour des grands, alors que clairement pas. Ça en fait aussi un personnage très arrogant, ce qui n'est pas franchement à la rendre sympathique au lecteur. N'empêche que ça nous donne au final 3 très bonnes mini-séries, chacune dans un registre très différent, dont du coup je vous conseille vraiment la lecture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.